Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth. Si j'ai eu envie de proposer cet échange, c'est parce que je croise de plus en plus de professionnels RH qui se sentent fatigués, débordés, parfois même en perte de sens. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez ouvertement. Elisabeth, elle accompagne justement ces RH qui se sentent épuisés à retrouver de la clarté, de l'énergie et une place plus juste dans leur vie professionnelle. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une conversation simple et authentique pour mieux comprendre ce qui se joue vraiment derrière cet épuisement et ce qui peut aider concrètement. Merci beaucoup, Elisabeth, du coup, d'être avec moi ce matin. Merci Léonore de m'avoir proposé d'intervenir. Effectivement, c'est un sujet qui est important parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai mal-être, il y a un vrai épuisement côté RH et comme tu dis, c'est important d'en parler. Alors, on voit depuis quelque temps que la parole, elle se démocratise de plus en plus. On voit de plus en plus de choses sur les réseaux, sur LinkedIn, mais il y a quand même encore peu de choses qui existent pour les RH et c'est bien dommage. Parce que c'est l'une des fonctions les plus touchées par le burn-out en entreprise. En entreprise, elles sont dans le top 3, hein, malheureusement. Donc, il y a quelque chose à faire, je trouve. Eh bien, je te rejoins totalement. Et pour commencer, j'aimerais qu'on pose un peu justement ce décor. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les RH qui viennent te voir? Alors déjà, quand elles viennent me voir, je me rends compte que souvent, il y a un besoin déjà de parler. Il y a besoin de vider son sac, de communiquer, parce qu'il y a une solitude aussi côté RH. Bien sûr. Souvent, elles sont beaucoup à travailler dans des PME. Donc, elles sont entre la direction, les managers, les collaborateurs. Et le poste veut aussi une certaine confidentialité. Et elles n'ont personne à qui parler de ce qu'elles ressentent au quotidien, de ce tiraillement, de cette charge émotionnelle, de cette charge mentale aussi. Euh, donc déjà, elles ont besoin de se confier, de parler, et ça leur permet de cheminer aussi, parce que ça fait du bien de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est un premier pas déjà qui permet de prendre du recul et de réfléchir. En plus, enfin, on le voit quand on parle à quelqu'un, ça nous permet d'évoluer dans notre façon de voir les choses aussi. Donc, il y a cette solitude. Ensuite, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a souvent une désillusion entre leur volonté d'accompagner, d'être proche de l'humain, et puis les réalités économiques de l'entreprise. Elles ont choisi ce métier par passion, parce qu'elles ont envie de faire quelque chose, d'accompagner l'humain, elles ont envie d'être proches de l'humain. Et après, il y a les réalités économiques de l'entreprise et du monde de l'entreprise qui fait que souvent, les RH que je rencontre, elles sont en perte de sens. On comprend mieux ce qu'elles vivent, hein, à travers ce que tu, dis. Et si tu devais, résumer ta manière de les accompagner avec, une image ou une métaphore, ça serait laquelle? Moi, j'aime bien parler un peu de la boussole, parce que justement, quand on est tout le temps à gérer les urgences, à répondre aux demandes des uns des autres, et ben, on en vient à être en pilote automatique. Et il y a une espèce de brouillard qui se crée. On ne sait plus des fois ce qu'on fait là, quelles sont nos missions. Enfin, on est tout le temps dans l'urgence. Donc, j'aime bien parler d'être une boussole pour les RH, pour les aider à retrouver leur nord, retrouver du sens dans ce qu'elles font. Et du coup, quand elles sont dans cet état-là, elles essayent souvent de s'en sortir un petit peu, comme elles peuvent. Quelles sont les réactions ou les stratégies qui, malgré les bonnes intentions, aggravent finalement les choses, hein? Bah, alors déjà, au démarrage, je dirais elles essayent toujours de se suradapter. Donc, pour tenir, en fait, il faut absorber, il faut compenser, on prend sur soi. On vient plus tôt le matin, on finit plus tard le soir, on rogne sur sa pause déjeuner. Voilà, on s'adapte jusqu'à s'oublier. Parce qu'en fait, les RH, elles ont ce syndrome de la bonne élève. Elles veulent bien faire, elles sont dévouées, loyales, impliquées. Donc, il y a une suradaptation. Et puis, il y a une croyance de se dire, bah, en fait, ça va plus, il y a une perte de sens de mon côté. La direction ne voit pas toute la vision stratégique que peut apporter les RH. Tel manager est toxique. Donc, en fait, bah, je vais aller voir ailleurs et ça sera mieux. Je vais changer de job et ça sera mieux. Sauf qu'en fait, changer de job sans changer la posture, bah, on reproduit les mêmes schémas. Totalement. Et du coup, si tu devais faire une anti-liste, hein, des choses à ne surtout pas faire quand on est épuisé, ça serait quoi?
Bah, ça serait se précipiter, ça serait ouais, toujours rester en fait dans ce... Il y a le mode pilotage automatique, mais qui va faire où en fait on est toujours dans le faire. Voilà. Il faut faire vite, il faut que je change, sinon ça, ouais, je vais péter un câble. Donc il y a toujours cette histoire de d'être dans l'action. Et moi, c'est ce que je véhicule dans mon accompagnement, c'est qu'avant de se décider de changer de job, de se reconvertir, bah, il faut déjà prendre un temps de recul et se reconnecter à soi, se reconnecter à ce qui nous anime, sortir du flou, du pilotage automatique et se poser, voir ce qui nous convient, ce qui nous convient plus dans la situation. Ensuite, on pourra travailler sur restaurer un peu plus de confiance, retrouver de la légitimité à travers la posture qu'on va travailler. Et seulement quand on aura fait ces deux étapes, et ben là, on pourra choisir comment est-ce que je veux travailler, dans quel environnement, quels sont mes non négociables, est-ce que je dois changer de job, me reconvertir, ou est-ce que finalement je peux rester en poste aussi? Et finalement, Voilà. faire tous ces points-là, ça leur permet un peu de retrouver cette énergie, on va dire. Si tu pouvais leur donner un super pouvoir aux RH qui sont épuisés pour les aider un petit peu à traverser cette période, ce serait lequel ce super pouvoir et pourquoi? Alors, je dirais que ça serait le super pouvoir de comprendre de comprendre instantanément, en fait, où s'arrête leur responsabilité et où commence celle des autres. Parce que souvent, leur fatigue, elle vient de ça, elle vient du fait de trop prendre sur elles, de trop porter, de trop compenser. Hmm. Et donc, en fait, ça leur permettrait de ne plus de ne plus, ouais, suradapter aux situations en permanence. Parce que ce que tu décris, c'est vraiment très parlant et du coup, est-ce que, pour aller encore un peu plus loin, tu pourrais nous partager un exemple, concret d'une cliente pour qui, ton accompagnement a pu faire une réelle différence? Oui, bah, je sais que j'ai accompagné, là j'ai un accompagnement qui s'est terminé en fin d'année. Et en fait, bah, c'était une jeune RH qui venait de prendre le poste. Donc à peine 30 ans, elle manage une équipe de deux personnes dans une PME. Et bah, en fait, elle était tout le temps en train de... Elle voulait montrer qu'elle savait faire, elle avait besoin de faire ses preuves, un besoin de reconnaissance, puis elle se sentait pas légitime à côté de ça. Et l'accompagnement lui a vraiment permis de prendre du recul, de comprendre qu'elle n'était pas obligée d'être dans le toujours faire plus, mais qu'elle devait faire plus juste en revanche. OK. Donc elle a appris à mettre de la distance, parce qu'après chaque accompagnement, bien sûr, est unique et est adapté aux problématiques de la personne. Elle, ce que ça lui a permis, c'est de prendre de la distance, de comprendre aussi comment mieux prioriser ses tâches et de ne plus être tout le temps débordée en voyant ce qui l'animait, ce qui lui coûtait. Et comme ça, elle sait que quand un dossier arrive et que c'est un dossier, par exemple, qui lui plaît pas trop, bah, elle sait qu'il faut que derrière, peut-être qu'elle rééquilibre en ayant un truc qui la stimule pour pas que l'énergie elle soit au ras des pâquerettes toute la semaine. Parce que c'est comme ça aussi que l'épuisement arrive. Quand on fait que des tâches qui sont lourdes à porter, bah voilà, on voit pas le bout et on Totalement. s'épuise. Donc ça lui a permis de prendre du recul, de prioriser les choses. Elle s'est arrêtée de travailler en dehors de ses journées, hein. Elle rouvrait plus l'ordinateur le soir, elle rouvrait plus l'ordinateur le week-end. Le travail en fait a cessé d'être sa vie. Elle a retrouvé un équilibre de vie. Et puis surtout, bah, elle a travaillé sa posture. Elle a modifié sa façon d'être et l'archétype, je dirais, qu'elle incarnait, c'est-à-dire qu'au lieu d'être la RH exécutante, eh ben, elle est devenue davantage la RH leader. Elle a réussi à changer ce positionnement en étant force de proposition, en étant moteur sur des dossiers plus stratégiques. Et voilà, l'accompagnement a vraiment été pour elle transformateur. Du coup, par rapport à tout ce que tu dis, si tu avais pu donner un hashtag à cette cliente, en tout cas, entre le début de l'accompagnement que tu as entamé et la fin de l'accompagnement, quel serait le hashtag du début et celui de la fin? Bah, j'aime bien le hashtag RH Leader, ouais, je trouve ça pas mal. Ouais. Ouais. Et avec tout ce que toi, tu peux observer aujourd'hui, si tu pouvais parler à une RH justement qui commence tout juste à s'épuiser, qu'est-ce que tu aimerais lui dire avant que la situation ne s'aggrave?
Bah, j'aimerais lui dire que il faut qu'elle écoute les signaux faibles. Justement, si elle ressent de la fatigue, si elle ressent qu'elle rumine, parce que il y a aussi il y a ce qu'on ressent physiquement, et après il va y avoir les ruminations nocturnes, par exemple. On Mhm, a différents types de signaux. vraiment. Donc, il faut être à l'écoute de ces signaux. Et quand on commence à les observer, euh, il faut se dire que c'est pas une fatalité, parce que les RH, elles ont souvent cette croyance aussi. Elles sont souvent drivées par le soi forte. Ok, on est là, il faut que je sois forte, il faut que je tienne, il faut que j'encaisse. Je sais que le métier est pas forcément facile, mais, euh, mais c'est le job. Euh, je dois porter seule. Donc du coup, elle se retrouve avec un poids et une charge mentale hyper élevée, hyper importante, et ça peut provoquer un vrai isolement. Donc c'est d'écouter ces signaux et de se dire que c'est capable de reprendre le dessus. On peut sortir de la posture je subis et redevenir actrice en fait de son quotidien. Et pour ça, bah, il faut travailler la posture. Euh, il y a autre chose aussi que j'aimerais ajouter, c'est que souvent les RH, elles savent ce qu'il faut faire. Elles ont fait des formations, elles s'intéressent à la QVCT, elles écoutent des podcasts. Souvent, elles savent. Mais il y a une différence entre savoir ce qu'il faut faire et incarner une nouvelle posture. Et puis, il faut pas oublier que quand on est seul, bah, notre cerveau, il est pas, il est bien fait. Notre cerveau, il est là pour rester dans sa zone de confort, pour nous protéger des dangers. Donc, le cerveau, il va rester fainéant. Donc, seul, on va pas réussir à se mettre en action et à évoluer. Par contre, là où le coaching prend toute sa puissance, c'est qu'en étant accompagné, justement, bah, ça va permettre d'être challengé en toute bienveillance, mais ça va permettre de mettre en lumière quelles sont les croyances limitantes qui fait qu'on n'arrive pas à avancer seul, même si on sait ce qu'on doit faire. Et on va pouvoir travailler ses peurs, ses limites et sa posture. Et puis c'est toujours, on va toujours plus loin à deux que seul. Ça, c'est certain. Et justement, tu parles de changement de posture. Tu parlais aussi de changement d'organisation avec cet exemple de équilibre vie pro, vie perso, revoir le planning. Comment tes clientes mesurent les premiers signes de succès finalement de ton accompagnement? Donc, moi, lors de mes échanges, c'est vrai que les RH me disent toujours qu'elles sont énormément interrompues par les sollicitations des salariés, des managers, et ça peut aller jusqu'à 50%. Je sais que j'ai échangé avec une RH la semaine dernière, elle me disait qu'elle était énormément interrompue. Et en fait, on travaille sur la gestion des priorités et sur plein de petits outils qui peuvent leur permettre justement bah, de temporiser les demandes. Déjà, il y a des process qui peuvent être mis en place. Donc ça, on en discute et on voit ce qu'elles peuvent faire en interne, ce qui est réalisable. Mais aussi, quand un manager vient en disant j'ai une demande, vite, vite, c'est urgent. OK, quelle est ta demande? Là, je suis sur un dossier. Il faut que je suis sur un dossier urgent qu'il faut que je termine. Est-ce que ça te va si on voit ça à 16 heures ou demain matin à la première heure? L'idée, c'est de pas, en fait, c'est de leur apprendre à dire non, mais pas un non définitif, un non, enfin, plus tard, en fait. J'entends ta demande, pour le moment, c'est impossible pour moi, on voit ça plus tard. Lors de tes Voilà. premiers rendez-vous, parce que je sais que tu proposes des premiers échanges, en tout cas, pour faire le point, regarder la nécessité ou non d'un accompagnement. Tu dois, j'imagine, croiser des RH finalement sur lesquels tu sens qu'il y a un réel besoin, mais qui finalement restent sceptiques par rapport à Ouais. l'accompagnement, bah, notamment parce qu'elles sont dépassées. Qu'est-ce que tu aimerais dire finalement à ces personnes-là pour qu'elles comprennent la nécessité et les bénéfices de cet accompagnement que tu proposes? J'aimerais leur dire de pas écouter leur peur, mais de la suivre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va tous ressentir la peur. Après, on a un choix, et c'est aussi un peu celui de la responsabilité. C'est soit on va décider d'être drivé par sa peur et on va jamais rien faire, on va rester dans cette situation qui peut être destructrice à terme, soit on va la suivre cette peur. Certes, elle va rester en nous, mais on va décider d'œuvrer pour notre bien-être et pour aller mieux, parce que je suis encore une fois convaincue que si on ne travaille pas sa posture, on va reproduire les mêmes schémas. Combien m'ont dit
combien de RH en transition, enfin, j'ai échangé avec beaucoup de RH en transition parce qu'elles avaient eu un management toxique. Et la prise de conscience qui est importante à avoir, c'est que, OK, il y a des environnements qui peuvent être toxiques, mais dans toute relation est liée, dans toute relation, il y a un équilibre en fait entre deux personnes. Et quand une relation devient toxique, c'est qu'il y a eu un déséquilibre et qu'on a laissé l'autre prendre l'ascendant. Et je le sais parce que moi-même, ça, je l'ai vécu. Donc, à force, bah, voilà, Ah. le syndrome de la bonne élève, on veut bien faire, etc. Donc, on dit oui, on dit oui, on dit oui. Pendant ce temps-là, bah, l'autre, il peut être amené à prendre l'ascendant. Et après, on se retrouve dans une spirale infernale où on n'arrive plus à rééquilibrer les choses et on en vient à craquer à un moment et à partir, faire un burn-out, être en épuisement professionnel. Ton accompagnement, je sais qu'il se situe en plusieurs phases, plusieurs modules, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement le cheminement logique de ces différentes phases par lesquelles tu passes avec les clientes que tu accompagnes? Ouais. Donc il y a des séances de coaching et puis il y a aussi à côté des exercices qui sont hyper importants de réaliser entre les séances parce qu'ils permettent d'ancrer les prises de conscience qu'on aura vues en séance et vraiment de passer à l'action et de d'aller encore plus loin et de d'aller vers une transformation et vers de vrais résultats. Et l'accompagnement, il commence, bah, comme je le disais tout à l'heure, par la reconnexion à soi. J'ai mis en place une méthode que j'ai appelée le triangle du rebond RH. Donc, la première étape, c'est la reconnexion. L'idée, c'est de prendre du recul sur ce qui se passe, de sortir du brouillard, de faire le point sur la situation telle qu'elle est, là où on en est, ce qui nous anime, ce qui nous pèse, et de se reconnecter à soi, à ce dont on a envie, nous, surtout. Une fois que cette étape elle a été faite et que les choses sont un peu plus claires, on en vient à travailler la restauration de la conscience et de la posture. Donc là, l'idée, c'est d'aller vraiment travailler plus en profondeur, d'aller réactiver ses forces, de poser des limites saines, de se reconnecter avec la fierté d'être RH, parce que souvent, ça peut être un peu compliqué, et aussi de reconnaître toute la richesse du parcours malgré les situations difficiles. Parce que dans chaque situation difficile, et ben, il y a des choses bénéfiques à en tirer. Ça nous permet de mettre en avant certaines compétences qu'on n'aurait pas soupçonnées. Dans chaque situation difficile, il y a du positif. Parce que ça nous demande une adaptation, ça nous demande un challenge, et il y a des choses bénéfiques à en retirer. Donc ça, c'est l'étape de la restauration de la confiance et de la posture. Et une fois que ce travail est effectué, on peut passer au troisième pilier du triangle du rebond, qui est le pilier de la mise en action, là où on va retrouver sa voie. Alors, retrouver sa voie, ça peut être tout simplement clarifier où on veut aller, donc dans quel type d'environnement, quels sont les non négociables, quel type de poste nous anime, quel type de mission. Et puis, oui, là, on voit à ce moment-là, seulement à la fin, si la solution c'est de rester en poste, de changer de job ou de se reconvertir. Ok. Voilà. Et pour toutes celles qui nous écoutent, comment savoir finalement quand on est en mode survie, qu'il faut ralentir, et puis quelles sont les routines ou les réflexes simples qui peuvent aider dès maintenant? Alors, je pense encore une fois qu'il faut réussir à sortir de ce mode pilotage automatique où on est dans l'action non-stop et où on ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre fatigue. Donc, je pense qu'il faut observer. Il faut commencer par observer et on peut commencer euh, par noter chaque soir trois petites choses positives qui se sont passées dans notre journée. Voilà, nourrir un peu la gratitude. Moi, je sais que j'aime bien prendre l'exemple d'un petit. Alors, ce sont des toutes petites choses, hein. Par exemple, prendre mon café chaud le matin avant d'emmener les enfants à l'école. Enfin, voilà, ça peut être une petite chose positive. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses extraordinaires. Ça peut être m'être promené et avoir profité du soleil pendant 10 minutes lors de ma pause déjeuner. Voilà. Mais déjà, noter trois choses positives à la fin de sa journée, ça permet de s'endormir sur quelque chose de positif et ça permet de voir qu'on n'est pas tout le temps dans une spirale infernale où tout se passe mal, où on subit, où on a le poids sur nos épaules.
Alors, on va partir sur une question un peu différente, sur une note un peu plus légère. Quelle serait la bande-son idéale pour une journée où tu accompagnes une cliente et que tout commence à se remettre en place? Oh, ça c'est une bonne question. Alors je dirais, moi j'aime beaucoup Queen. Donc je dirais peut-être Don't Stop Me Now. Alors bon, parce que je trouve qu'elle est hyper entraînante, hyper dynamique, et ça serait ça, quand tout commence à se rééclaircir, on retrouve de l'énergie et on devient inarrêtable, on va de plus en plus haut vers l'épanouissement. Donc ça serait ça, Don't Stop Me Now. Trop bien. Alors pour celles qui vont regarder cette vidéo, qui se reconnaissent dans ce que tu dis, mais qui se disent aussi, je ne peux rien changer maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en priorité, ça? Ah, ça, je l'entends beaucoup. Je peux rien changer maintenant. Bah, en fait, il y aura jamais de moment idéal. Euh, le moment idéal, c'est justement quand on sent que il y a quelque chose à changer. Et c'est à partir de là que le moment, enfin que c'est le moment. Parce que oui, on n'a pas le temps, on n'a pas les sous. Euh, voilà, il y a toujours un truc qui va nous empêcher euh, de se faire accompagner ou de se prioriser, même, je dirais surtout. Il y aura toujours tel dossier à finir. Là, je peux pas, j'ai une collaboratrice qui arrive, j'en ai une autre qui part. Voilà, c'est jamais le moment, le bon moment. Le bon moment, c'est quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui doit changer, quand on choisit enfin de se prioriser. Parce qu'on a le droit, enfin les RH ont aussi le droit de penser à elles. Et c'est pas parce qu'elles pensent à elles qu'elles vont, parce qu'elles sont toujours dans la croyance de je dois faire plaisir, je dois être présente pour les autres. Donc c'est pas parce qu'elles vont penser à elles qu'elles vont perdre de leur valeur vis-à-vis des autres. Au contraire, ça va rééquilibrer les relations. Et c'est pas parce qu'elles pensent à elles qu'elles vont perdre en autonomie. Là, je pense notamment aux drivers, sois forte. Je dois tout gérer, je dois tout faire seule. Alors, se faire accompagner, ça va permettre d'aller encore plus loin derrière dans le côté autonome. Mais il faut se prioriser. Arrêter de se sacrifier, arrêter de s'oublier. La pensée à soi, hein, c'était un petit peu, en Ouais, tout c'est ça. cas, l'objectif, hein, notamment de cet échange. Bah, merci Elisabeth, hein, pour ce Bah, partage qui a merci été beaucoup. vraiment précieux. On voit vraiment à quel point c'est un sujet, comme on le disait lors de l'intro, bah, qui mérite d'être entendu et d'être accompagné. Bah, pour toutes celles qui se reconnaissent dans ce que tu as pu décrire, je les invite à suivre vraiment ton travail, à ne pas rester seule avec cet épuisement. Et puis, de toute façon, on partagera le lien pour qu'elle puisse avoir un premier rendez-vous avec toi. Et merci encore, en tout cas, pour cette conversation qui était à la fois riche et sincère. Bah, merci à toi, Éléonore.